À Planète Terre cette semaine, d'abord, nous allons discuter d'une élection historique, celle qui aura lieu en Iran à compter du 12 juin, premier tour, 17 juin, deuxième tour d'élection présidentielle. Est-ce que les Iraniens et surtout les Iraniennes s'apprêtent à voter pour un président réformiste qui ferait progresser pour le moins le droit des femmes en Iran et pourrait remodeler un peu la situation dans la région? Nous allons en discuter avec Asdine Raka, qui est spécialiste des questions musulmanes au CERI à Paris. Ensuite, nous allons parler de terrorisme. Est-ce que Al-Qaïda va bien? Et si oui, pourquoi? Et est-ce que Oussama Ben Laden est toujours pertinent dans la nébuleuse internationale terroriste? Deux personnes pour nous en parler. Stéphane Lemans-Langlois, qui est criminologue, et Asdine restera avec nous. Lui est spécialiste, donc je l'ai dit, du monde musulman et du terrorisme, notamment en Europe et dans le Maghreb. Et finalement, on va changer de sujet. On va aller en Inde et on va se demander, vous qui êtes en train de préparer vos lectures d'été, au-delà de Slumdog Millionaire, que faut-il lire, que faut-il écouter pour mieux comprendre la réalité indienne? John Levitt, anthropologue, nous fera ses suggestions de lecture et de visionnement. Dans un instant, derrière le bruit, l'élection iranienne. Quelque chose de nouveau est peut-être en train de se passer. Qui dit ça? C'est une féministe iranienne qui parle des élections présidentielles dont on aura le premier tour le 12 juin et le second tour le 17 juin, et une élection qui pourrait être historique à plusieurs égards. Évidemment, le président sortant, Ahmadinejad, était un conservateur qui a été extrêmement dur, à la fois en politique intérieure et en politique étrangère, et relativement incompétent en économie. Enfin, c'est ce que disent tous ses adversaires. Et pour la première fois, on avait pensé que sa réélection semblait assez certaine, mais en fait, il y a maintenant en Iran une vraie campagne électorale, une vraie campagne présidentielle dont l'issue est tout à fait impossible à prédire. Donc, nous allons en discuter avec notre invité, Asdine Raka. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Alors, Asdine, vous êtes spécialiste de sciences politiques au CERI à Paris, à Sciences Po Paris. Un de vos derniers ouvrages parus est de Libyan Paradox, le paradoxe libyen, chez Hearst en 2007. Alors, cette élection en Iran, d'abord, campez pour nous les principaux personnages. On retrouve quatre candidats. Donc le premier, c'est le président sortant, donc Ahmadinejad, qui donc prétend à sa succession et qui considère qu'il a l'appui à la fois de l'appareil religieux, donc à travers le Conseil des gardiens de la Constitution, qui a validé, sa candidature. On peut considérer qu'il dispose de l'appareil d'État, des médias, d'un certain nombre de ressources importantes que les fondations peuvent mettre à son service. Les fondations? Des fondations religieuses, en fait, qui sont extrêmement importantes en Iran parce qu'elles assurent, c'est une sorte de sécurité sociale, elles assurent de la redistribution de biens et de services donc, à la population. Donc a priori, c'est le mieux placé pour pouvoir se succéder. Et puis on a un deuxième candidat qui Moussaoui, qui est un ancien Premier ministre, qui a été absent depuis plus de 20 ans de la vie politique donc, iranienne, et qui, lui, apparaît beaucoup plus comme un réformateur, dans le sens où, dans ce débat iranien entre conservateurs et réformateurs, eh bien, il considère que la révolution est un acquis, il ne la remet absolument pas en question. La révolution islamique, sans quoi il n'aurait pas été retenu par le Conseil des Voilà, gardiens. donc pour être candidat, il faut que le Conseil religieux accepte que vous soyez candidat. D'ailleurs, ils ont rejeté 47 candidatures de femmes, entre autres, pour dire, bon, ces candidats-là, on n'en veut pas. Donc, lui a passé cet ami. Voilà. Ce qui est important pour ne pas se tromper, disons, de lecture de l'élection, les candidats sont des candidats qui ont déposé leur dossier au ministère de l'Intérieur, et au ministère de l'Intérieur, il y a un conseil des gardiens de la Constitution qui va vérifier leur éligibilité, à partir d'un certain nombre de critères, et une fois que ces critères seront retenus, à ce moment-là, ils seront validés pour pouvoir candidater. Donc là, on a 4 candidats qui ont été retenus. Ils sont retenus parce qu'ils considèrent que la révolution islamique est un acquis non discutable, non négociable et éternel, si on peut le voir comme cela. Mais aussi parce qu'ils ont un poids politique suffisant que, de la part des gardiens de la Constitution, les avoir rejetés aurait été politiquement impossible. Ou bien aurait eu un coût. Ce coût, est-ce que un coût politique, est-ce que ce coût, dans une période de rareté des ressources, de crise économique, de difficultés internationales, est-ce que c'est la meilleure chose pour les gardiens de la Révolution que de gérer un contestataire donc interne, voire en exil s'il était parti? Donc il est intégré dans l'appareil parce qu'il va coûter moins de candidater que d'être exclu, donc à ce niveau-là. Et donc lui, en tant que réformateur, il va expliquer que finalement
beaucoup de choses vont mal en Iran. L'économie, premièrement, entre 15 et 30% de chômeurs. La politique étrangère de ce pays, qui reste toujours stigmatisée. En même temps, le fait que l'image de l'Iran apparaît disproportionnée par rapport à la réalité de ses moyens, donc y compris dans la région. L'Iran fait peur à l'Arabie Saoudite et à d'autres pays. Et donc, lui peut considérer que la meilleure manière pour l'Iran de continuer son chemin islamique serait d'établir des relations internes et externes beaucoup plus, disons, constructives. Alors Moussaoui, j'en dis encore quelques mots. Ce qui est remarquable, c'est que alors qu'Ahmadinejad, le président sortant, a refusé la dernière proposition multilatérale de négocier le nucléaire iranien, Moussaoui, lui, a dit « Oui, moi, je suis prêt à négocier. Jamais sur le fait qu'on ait de la technologie nucléaire, mais pour démontrer que nous voulons seulement de la technologie civile et non militaire. » Donc ça, c'est une ligne de fracture importante. Et la deuxième, qui est très surprenante, c'est sur la question des femmes. Tout à fait. Il y a deux dossiers qui, pour nous, au niveau international, sont un petit peu préoccupants. Bon, le premier, c'est celui de l'arme atomique. Moussaoui ne renonce pas à l'arme atomique, très clairement. Tout simplement parce que l'arme atomique en Iran, c'est pas une ambition de la révolution islamique, ça date du Shah d'Iran, ça date des années 70. L'Iran rêve d'avoir l'arme atomique depuis 50 ans. Que ce soit des nationalistes ou des islamistes, ils veulent l'arme atomique. Donc on peut considérer qu'ils l'auront, parce qu'ils sont prêts à en payer le prix. Donc il ne peut pas renoncer à ça, sans quoi tout l'établissement militaire le mettrait dehors et considérerait que tous ces milliards de dollars investis ne vont pas partir parce que lui souhaite arrêter tout cela. Deuxièmement, sur les femmes. L'image de l'Iran, depuis la révolution islamique, c'est l'image d'un régime où les femmes sont bafouées, leurs droits sont d'une certaine manière limités, etc. Ce qui est vrai du point de vue du droit, dans le sens où les contraintes sont là, mais en même temps, l'Iran, c'est aussi une société où beaucoup de collègues qui travaillent sur ce pays nous disent, finalement, la révolution islamique a permis aussi de libérer certaines femmes, dans le sens où, par l'engagement politique en islam, elles se sont mises à participer à un certain nombre d'associations, etc. Et donc, cette image de la révolution islamique comme, disons, un tombeau va être pour certains, au contraire, une sorte de libération. Donc c'est tout un débat en Iran qui est important, mais l'idée fondamentale, c'est de dire que les femmes iraniennes sont des électrices importantes. Elles se mobilisent, elles votent, elles se sont engagées dans un certain nombre de campagnes, et manifestement, elles considèrent que ce candidat-là leur apparaît comme beaucoup plus, disons, non seulement intéressant, mais aussi sans doute pertinent pour défendre leurs droits dans le cadre limité qui est celui de la révolution islamique. D'ailleurs, il a dit donc, dans un meeting récent à Téhéran qu'il allait réviser les lois injustes à l'égard des femmes, retirer des rues les patrouilles de la police des mœurs qui veuillent au strict respect du code vestimentaire. On sait que si une femme n'a pas le voile ou s'il y a trop de cheveux qui sortent du voile, elle est amenée au poste pour signer une déclaration disant que bon, elle devra s'y refaire. Plusieurs femmes militantes féministes ont été arrêtées ces dernières années sous Ahmadinejad. Et ce qui était remarquable dans cette manifestation autour de son meeting, c'est que les femmes présentes scandaient « Retirer la police des mœurs » et l'épouse de Moussaoui est montée sur la scène, elle est l'ancienne doyenne de l'université, pour déclarer, elle aussi, que oui, d'abord, elle aurait une place dans cette campagne, donc un peu à la Michelle Obama, et que, oui, elle demandait que les excès à l'encontre des femmes soient terminés. Et on voyait pour la première fois dans l'Iran islamique, donc un couple de candidats, en un sens. Ça, c'est quelque chose de complètement nouveau qui doit mal être perçu dans les milieux conservateurs. Tout à fait. C'est en même temps un électorat qui a préexisté, c'est-à-dire du temps du Shah d'Iran. Le Shah d'Iran aimait promener son épouse, qui était très belle, en Europe, aux États-Unis et ailleurs, et les Iraniennes et les Iraniens voyaient leur chef d'État, avant la révolution islamique, en couple. Donc, on peut dire qu'il y a une sorte de pré-potentiel comme ça électoral qui est disponible, que momentanément la révolution a court-circuité et que manifestement les réformateurs veulent le réutiliser, qui consiste à dire l'Iran est une société musulmane mais qui peut tout à fait offrir une image adaptée à ce que le monde moderne aujourd'hui peut offrir. Premièrement. Deuxièmement, c'est extrêmement important, à la différence de l'Arabie Saoudite, où il y a aussi des comités de contrôle, de vigilance sur les mœurs, et qui donc répriment les femmes qui oseraient, disons, sortir sans voile. L'Iran, il y a des élections et les femmes votent, à la différence de l'Arabie Saoudite. Ce qui veut dire là, les femmes n'ont pas droit de vote. Complètement. En Arabie Saoudite, il y a le même comportement, la même politique, la même police, sauf que les femmes ne
vote pas, il n'y a pas d'élection à ce niveau-là, et donc on peut grosso modo faire ce qu'on veut, et puis l'Iran, l'Arabie Saoudite est bien vue, donc on ne cherchera pas trop à comprendre. Alors qu'en Iran, eh bien, ces femmes-là votent. Et dans une compétition aussi, disons, ouverte que celle-ci, il est évident qu'avoir l'électorat féminin pour soi, c'est pas négligeable. On se rappelle que Khatami avait, en étant maire à l'époque de Téhéran, avait derrière lui les étudiants, les jeunes, et avait été justement élu parce qu'une partie de la jeunesse iranienne le soutenait. Donc là, on peut considérer que, du point de vue de Moussaoui, c'est extrêmement intéressant politiquement de dire, après tout, les réformateurs contrôlent assez bien le paysage politique, mais pourront-ils contrôler jusque sous les chaumières le vote des femmes? C'est pas évident. Et donc, c'est un point important. Alors, vous avez nommé Khatami, qui était donc maire de Téhéran et qui est devenu président, qui était vu comme un réformateur et qui, cette fois-ci, aurait pu être candidat, mais s'est retiré au profit de Moussaoui, mais dont on dit, justement, il était un président réformateur, mais encastré dans un système dominé par les conservateurs, il n'a pas pu faire grand-chose. Alors même s'il y avait cette victoire du réformateur cette fois-ci, quelle est sa capacité ensuite de modifier le cours des choses? L'Iran est, comme beaucoup de pays, bloqué par trois verrous extrêmement difficiles à modifier. Le premier, c'est l'économie rentière. Et ce n'est pas spécifique à l'Iran, c'est l'Iran, comme beaucoup de pays qui exportent du pétrole, finalement ne vend que ça, et sa source de revenus principale, ce sont les hydrocarbures. Donc quand le marché est en haut, il peut redistribuer, et il faut savoir que l'économie iranienne, que ce soit un réformateur ou un conservateur, redistribue sous forme de biens et de services et de prix subventionnés l'essentiel des revenus. Donc le prix de l'essence est dérisoire, le prix de l'alimentation est dérisoire, tout ça, ça coûte de l'argent. Et cet argent qu'on subventionne ne permet pas d'investir ailleurs. Donc pour modifier ça, ça supposerait qu'on trouve la possibilité de transformer ces économies rentières en économies productives, et on n'a pas trouvé le chemin. Donc on parle de malédiction pour qualifier ces pays en général, et l'Iran en fait partie malheureusement. D'autant plus qu'en Iran, il y a une démographie importante, une population importante, il y a des centres urbains extrêmement importants, et donc cette économie rentière, elle joue le rôle un peu d'une sorte de sécurité sociale qui redistribue tout ce qu'elle peut, et puis quand il n'y en a pas, elle s'endette, et quand l'endettement il est jusqu'au bout, alors là, on fait tout ce qu'on peut, et c'est pas souvent le meilleur. Premier verrou. Deuxième verrou, il n'y a pas de contrôle politique sur justement la redistribution de cette économie rentière. C'est-à-dire qu'à la rigueur, elle pourrait être efficace et performante. On pourrait dire, voilà, on sélectionne des secteurs de l'économie qu'on va valoriser et qui permettront de réduire le chômage. Il y en a peu, simplement parce que le Parlement, le Conseil des gardiens, la place des gardiens de la Révolution, tout cela fait que cette économie rentière est tellement importante pour le maintien du régime que finalement, on ne peut pas s'amuser à la démocratiser et à dire, voilà, on va discuter de qu'est-ce qu'on en fait. Donc, il y a beaucoup de gens qui en profitent au passage. Le niveau de corruption est élevé. Alors, la corruption, moi, je ne qualifierais pas ça de corruption, c'est une forme, disons, on met de l'huile dans le système pour le faire fonctionner. Alors, parce qu'on en met trop, et donc du coup, ça perd, mais c'est grâce à ça que la Révolution a fêté ses 40 années. Et ça permet aussi d'éviter que, si on mettait pas trop de cet argent sur la table, il faudrait trop réprimer, parce qu'il y aurait de la contestation, et donc le coût du maintien de la Révolution se traduirait par beaucoup de violence. Or, la Révolution islamique iranienne, à part la guerre contre l'Irak, elle n'a pas connu de grandes périodes de violence. Même si à Los Angeles, les communautés iraniennes appellent au renversement, etc., et imaginent que le régime est à bout de souffle, c'est plus une utopie qu'une réalité. Dans les faits, le système fonctionne. Il est là. C'est un peu comme la Russie de Poutine. C'est pas la meilleure qu'on souhaiterait, mais elle fonctionne, elle est là, et ça tourne. Troisième verrou extrêmement important, c'est que cette économie vit sous sanction. Donc, que peut faire un réformateur ou un conservateur quand 20% à peu près, on considère, du budget de l'État est consacré à contourner les sanctions internationales, à la fois américaines et internationales. Donc du coup, les choix d'action pour un gouvernement sont extrêmement limités. Alors on pourrait imaginer des tas de scénarios et considérer que face à ces contraintes-là, il y aurait un consensus national pour définir des priorités, mais bon, ça reste complètement illusoire dans la mesure où ces verrous sont extrêmement lourds et on ne voit pas qu'est-ce qui pourrait les modifier donc, à court ou moyen terme. Et d'autant plus que l'Iran est un pays qui est partagé par un sentiment nationaliste extrêmement fort. C'est un pays qui est très fier de son histoire. Et on ne peut pas penser que le président Moussaoui pourrait, en réouvrant les négociations avec l'Occident, permettre la levée des sanctions?
On pourrait, mais ça supposerait pour l'Iran de renoncer à quelque chose qui pour nous est toujours difficile à comprendre, parce qu'on se dit mais pourquoi ils veulent la bombe atomique, mais les Iraniens considèrent que dans le contexte qui est le leur, face à des pays comme le Pakistan qui a l'arme atomique, l'Inde qui a l'arme atomique, Israël qui a l'arme atomique, eh bien, ils n'ont pas le droit de renoncer à ça. Que c'est leur, disons, c'est leur défense nationale, et que ça nous plaise ou pas, ils iront jusqu'au bout, et ça fait 50 ans qu'ils le veulent. Alors, revenons en terminant sur la question des femmes. Est-ce qu'un Parlement conservateur, le guide suprême, parce qu'au-dessus du président, il y a le guide suprême, qui est l'ayatollah, est-ce qu'on laisserait aux réformateurs, justement, appliquer sa volonté de revenir sur les lois discriminatoires? On peut imaginer dès l'instant où, encore une fois, la révolution islamique est plutôt bien gérée, dans le sens où les religieux ont pour ambition de dire on a créé un État islamique original, nouveau, que le monde musulman va nous envier tôt ou tard. Voilà, grosso modo, le schéma de toute révolution. Quand ils comprendront, ils nous suivront. Bon. Après, il y a la machine interne. Il faut quand même que les gens continuent à accepter de vivre au quotidien dans cette révolution. Et donc la marge de manœuvre entre les réformateurs et les conservateurs consiste à dire ne serrez pas trop pour pas que ça éclate, mais en même temps ne lâchez pas trop pour pas qu'ils nous contestent. Donc comment faire entre les deux pour y arriver? Parfois c'est du discours à la jeunesse, aujourd'hui c'est l'émancipation de la femme par rapport à ce cadre contraignant. Donc, mais le schéma global, c'est de dire la révolution doit surmonter tout cela. Et si demain on nous dit que la société n'a plus besoin de comités de vigilance pour la rééduquer ou l'éduquer, eh bien comme en Chine, le Parti communiste cessera d'être contraignant pour laisser les gens un peu agir. Mais on ne remettra pas en cadre le cadre global, national et révolutionnaire de l'État. Donc ce serait, comme l'exemple de la Chine est bon, donc c'est un pays dirigé par le Parti communiste mais qui n'est pas vraiment communiste, on aurait un pays islamique qui pourrait ne pas être si islamique que ça. C'est ce que disent la plupart des spécialistes de ce pays, qui disent c'est nous qui sommes pris par le discours. La révolution islamique iranienne a très peu à voir avec l'islam politique aujourd'hui. Ce sont des fondations qui, pour certains, correspondent à des mafias, pour d'autres, à des régimes, disons, qui exploitaient les ressources d'un pays et qui ensuite laissent la société fonctionner comme elle peut, en essayant d'éviter, justement, qu'il y ait trop de contestation ou de révolte, etc. Et donc, où trouver le curseur pour que ça fonctionne plutôt bien, à moindre coût, sans contestation? Asdine Raka, un élément de modernité, en tout cas, qui est très audible, c'est la chanson de la campagne présidentielle de Moussaoui. Et on va se laisser avec ça. C'est une chanson qui tourne maintenant, qu'on peut voir sur YouTube, et qui est surprenamment techno pour une campagne dans une république islamique. Asdine Raka, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous éclairer sur cette élection importante. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Et on écoute la chanson de campagne du candidat Moussaoui. Comment va Al-Qaïda? C'est une des questions que nous allons discuter aujourd'hui avec deux invités. Nous allons faire un état de situation du terrorisme près de 8 ans après les attentats du 11 septembre. Est-ce que dans cette lutte contre la terreur ou le terrorisme, lutte ainsi qualifiée par l'ancienne administration Bush, qui gagne? Est-ce qu'on peut même se poser cette question-là? Quelles sont les mesures qui sont à notre disposition pour savoir s'il y a toujours croissance ou décroissance? Est-ce que la répression fonctionne? Enfin, c'est une partie des questions que nous allons discuter avec deux invités. D'abord, Stéphane Lemond-Langlois. Stéphane, merci d'être là. Merci. Alors, Stéphane, vous êtes donc professeur de criminologie à l'Université de Montréal. Vous dirigez l'équipe de recherche sur le terrorisme et l'antiterrorisme, ERTA. Votre dernier ouvrage paru est Réconciliation et justice en 2008 aux éditions Athéna. Et Asdine Raka, merci d'être là, Asdine. Merci. Asdine, vous êtes directeur de recherche au CERI à Sciences Po Paris. Vous avez été depuis un an professeur invité à Sciences politiques de l'Université de Montréal. Un de vos derniers ouvrages parus, The Enigma of Islamist Violence, l'énigme de la violence islamique, c'est un ouvrage collectif publié chez Hearst en 2007. Alors, je vous pose d'abord cette question. Comment va Al-Qaïda? Si on regarde par la vocation que l'organisation a suscitée, Al-Qaïda se porte bien. Par rapport au projet, finalement, grosso modo, tous les 3 mois, en Europe et ailleurs,
On est encore dans l'inquiétude de nouveaux attentats, d'arrestations préventives, de démantèlement d'organisations, dont on peut penser que la plupart des individus qui souhaitent faire ces actions-là le font en s'inspirant de ce qu'Al-Qaïda a du moins proposé comme façon de combattre. Si maintenant on regarde qu'est-ce qui est devenu cet état-major, est-ce qu'il dispose d'une plateforme pour pouvoir s'exprimer comme dans le passé, rencontrer des journalistes, faire connaître sa stratégie, c'est plus difficile parce que la guerre justement contre le terrorisme a obligé l'organisation à se délocaliser, à se décentraliser, donc à éviter finalement d'être fauché comme ça par la politique, disons, antiterroriste. Donc il y a deux niveaux. Le premier, moi me semble-t-il, Al-Qaïda se porte bien par rapport aux vocations qu'elle a suscitées. Du point de vue de sa capacité à illustrer, symboliser le combat, c'est plus difficile parce qu'entre-temps, d'autres organisations ont pris le relais. Les talibans en Afghanistan font beaucoup plus peur qu'Al-Qaïda aujourd'hui parce que être capable de menacer le nord du Pakistan, c'est beaucoup plus inquiétant que de mettre des bombes à Riyad, Paris, Londres ou New York, absolument parce qu'il y a l'arme atomique donc, au Pakistan. Autre facteur, la résistance en Irak s'est débarrassée d'Al-Qaïda parce qu'elle n'en a plus besoin. Par contre, elle pratique ces mêmes méthodes. Voilà, toutes les semaines, on a des attentats, et alors même avant 2001, on ne savait pas ce que c'était un attentat, disons, un suicide en Irak. Donc on s'est approprié l'idéologie, la stratégie, les méthodes, mais sans doute qu'on n'a plus besoin de la peau d'Al-Qaïda pour faire le combat. C'est peut-être gênant aujourd'hui même d'avoir Al-Qaïda sur les bras. L'organisation a signé d'une certaine manière son succès, mais elle est en train de perdre ses droits d'auteur. Donc elle a des produits dérivés, mais la marque elle-même est en baisse. Complètement. Je crois que du point de vue, disons, des projets, des produits qu'on a sur la scène internationale, beaucoup s'inspirent de ce qu'un des idéologues d'Al-Qaïda, donc El-Sourri, qui était vraiment l'architecte du djihad global, avait enseigné à tous ces candidats potentiels au terrorisme. Par contre, peut-être souhaitent aujourd'hui avoir des responsables d'Al-Qaïda dans leur organisation parce que la traque contre cette organisation fait que ça les expose trop durement. Et on le voit bien de l'Irak en passant par l'Afghanistan, Al-Qaïda au Maghreb islamique, etc. On n'a plus besoin des membres de l'organisation d'Al-Qaïda pour faire ce que Al-Qaïda a enseigné de faire. Stéphane Langlois, votre avis? Mais je pense qu'il y a tout à fait, je suis parfaitement d'accord. Une des raisons pour laquelle Al-Qaïda continue d'exister et continue d'être médiatisée, c'est l'écho qu'elle continue d'avoir dans le discours gouvernemental. À chaque fois qu'on trouve une nouvelle cellule terroriste ou un nouveau complot, on s'empresse d'essayer de trouver une manière de... Ou en fait, on la trouve peut-être pas, mais on dit explicitement qu'il y a des liens ici à Al-Qaïda. Donc, c'est un groupe de gens qui complotaient, il y avait des liens à Al-Qaïda, ou c'est une action, une attaque réelle qui a eu lieu parce que justement des gens n'étaient pas seulement inspirés, mais vraiment avaient un lien. Alors, ce que veut dire un lien, ça peut-être, dans le fond, si on regrette assez creux, on va s'apercevoir que c'est seulement une inspiration. Mais enfin, dans le discours officiel, le discours institutionnel, on va nous dire qu'il y a des liens à Al-Qaïda sans trop spécifier quel genre de lien il s'agit, mais enfin... Ça permet pour le public d'identifier la nature de la menace et de justifier la répression, mais qui serait justifiée de toute façon, puisque c'est un groupe autonome terroriste. C'est suffisamment grave déjà, mais en pointant le doigt encore sur Al-Qaïda, on crée un ennemi global, on donne une certaine... c'est ça, c'est encore l'image de marque. C'est une genre de publicité, de marketing de l'antiterrorisme en disant, on a cet ennemi-là, qui est Al-Qaïda, qui forme un bloc plus ou moins nébuleux, mais enfin qui a des tentacules, toujours l'espèce de la pieuvre, fameuse métaphore de la pieuvre qu'on utilisait beaucoup pour le crime organisé, mais là on l'utilise vraiment beaucoup aussi pour le terrorisme. Mais à ce moment-là, on peut rattacher tout à une espèce d'ennemi qui est quand même relativement facile à comprendre. Tandis que si on avait un morcellement, une atomisation des groupes terroristes et des individus, là, ça serait plus difficile. On serait dans un champ beaucoup plus complexe où on s'apercevrait que est peut-être d'autant plus difficile pour les autorités de vraiment opérer le contrôle qu'ils disent qu'ils sont capables de vraiment produire, parce qu'on a à ce moment-là un immense paquet de gens qui peuvent se radicaliser d'une journée à l'autre et devenir des membres d'Al-Qaïda au sens purement idéologique du terme. Mais comment on fait pour faire la police de ces choses-là? C'est impossible. Alors, Oussama Ben Laden, est-il toujours vivant? Est-ce qu'on a des nouvelles de lui? Est-ce que quelqu'un l'a vu? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Je pense qu'il y a une petite grippe ces temps-ci. Une petite grippe? Oui. Asdine? Disons, il continue à produire et à fournir des communiqués qui
sont authentifiés par les différents services des pays concernés. Donc, ils sont authentifiés comme venant de lui personnellement? Tout à fait. Ouais. Ouais, donc, notamment lorsque ces communiqués mettent en avant des menaces contre, je sais pas, les États-Unis, la France, ou réitèrent des menaces, etc. Donc, le problème peut-être qui peut se poser, c'est qu'à la différence d'avant 2001, on ne peut pas, disons, personnellement le voir, le rencontrer, discuter comme d'autres avaient pu le faire durant la décennie 90, en prenant rendez-vous et en allant le voir pour lui solliciter un entretien. Donc tout cela entretient justement ce mystère, cette difficulté à identifier finalement le symbole d'Al-Qaïda. Moi, je crois que ce qui est plus important aujourd'hui, c'est pas tant le personnage, vivant ou mort, c'est véritablement le produit qu'il a laissé. Et ce qui, pour rejoindre un petit peu ce que disait Stéphane aussi, c'est que il nous rassure. Enfin, le fait même que l'organisation soit là, que Ben Laden soit toujours vivant, donne l'impression qu'on combat quelque chose d'identifiable. Si un jour on arrivait à l'arrêter, on aurait une grande victoire contre le terrorisme, mais c'est faux. C'est-à-dire, on aurait finalement une victoire, sans doute pas contre le terrorisme, mais contre le symbole. Par contre, ça y est, les bébés d'Al-Qaïda sont là, sont dispersés dans le monde, et ils essaient de réaliser ce qu'ils souhaitent faire, c'est-à-dire faire payer à l'Occident et aux ennemis, etc., le prix de ce que vont considérer comme l'humiliation, l'injustice, etc. Ça, une chose qui étonne, par contre, donc, près de 8 ans après les événements du 11 septembre, c'est que, sauf peut-être pour la guerre de Madrid, qui n'était pas de même ampleur, il n'y a eu aucun événement aussi spectaculaire que cet attentat. Et il n'y a eu aucun attentat dans le ventre de la bête, comme disait Che Guevara, c'est-à-dire aux États-Unis. Est-ce que, justement, il n'y a pas une déception d'une partie des troupes d'Al-Qaïda, de Osama Ben Laden, ou même d'un autre côté, un genre de constat que, bon, cet événement, le 11 septembre, était une conjonction particulière de faits qui ont permis une attaque spectaculaire, mais que Al-Qaïda n'a pas la capacité de refaire un coup comme celui-là. Je pense que la capacité opérationnelle est disparue. Et ce qu'on voit maintenant, que les attaques les plus importantes sont des attaques qui sont presque purement locales. Et donc, cette capacité-là étant disparue, on se retrouve avec un niveau de compétence, un niveau d'organisation qui est hautement variable. C'est pour ça, par exemple, le fameux semi-attentat complot raté à l'aéroport de Glasgow, à Londres, là, il n'y a pas tellement longtemps, le complot des médecins, là, comme on l'appelle au Royaume-Uni, a complètement foiré parce qu'effectivement, les gens n'avaient pas la compétence requise pour mener à bien une attaque de ce genre-là. Pourquoi? Ben parce que c'est des gens qui sont quand même des terroristes maison. Hein, ils se sont improvisés un peu terroristes. Les médecins, c'est quand même pas des gens idiots. Hein, donc, il y a quand même une certaine compétence intellectuelle. Ils devraient connaître un peu la chimie, un peu légèrement la physique, etc. Mais ce n'était pas suffisant pour alors que la première génération avait pu profiter des camps d'entraînement en Afghanistan lorsque les talibans étaient au pouvoir. Ouais, et donc, ce démantèlement-là a enlevé la capacité d'enseigner correctement les méthodes terroristes. Oui, si on veut. Mais en fait, il y a ça, c'est un bon côté, si on veut, parce que je pense que le niveau de gravité des attaques peut descendre fortement, malgré que Madrid, c'est pas rien non plus, puis à Londres non plus. Mais en même temps, ce que ça cause, évidemment, c'est que c'est beaucoup plus difficile à surveiller quand on a une organisation qui est relativement stable et qui est la source de certains plans. Ben là, on peut commencer à avoir des oreilles là-dessus, surveiller un peu. On surveillait Ben Laden avec son téléphone satellite pendant un certain temps, etc. Bon, mais là, quand ça devient complètement décentralisé, plus ou moins spontané, très incompétent. Bon, l'incompétence, ça fait que souvent, c'est un petit drapeau qui se lève, on a oublié de se cacher, mais ça fait surtout que du côté policier, pour faire la surveillance de ces gens-là, ou on appelle sa copine, là, comme récemment, il y a eu dans un attentat, il y a un des membres a voulu appeler sa copine sur le même cellulaire que celui utilisé pour organiser l'attentat. Alors, c'est ça, il y a des petits défauts dans la compétence des gens. Alors essayons de prendre du recul maintenant. Donc on dit le produit, les bébés, l'idée de faire des attentats contre l'Occident, c'est maintenant répandu dans les milieux radicalisés, mais est-ce qu'on peut tenir le compte? Alors, si on regarde les statistiques d'attentats ou de victimes au cours des dernières années, Stéphane, comment est-ce que ça évolue? Bien, les statistiques globales, premièrement,
tout ça dépend très, très fortement de la définition qu'on va donner au terrorisme. Hein. Est-ce qu'on va faire rentrer, par exemple, les attaques en Irak comme étant du terrorisme international? Dans certaines bases de données, la réponse est oui. Dans d'autres, c'est non. Ça se passe en Irak, c'est des Irakiens qui attaquent. D'autres personnes disent non, c'est international, c'est l'attaque souvent des Américains, ou c'est pas vraiment des Irakiens, c'est des gens qui sont allés mener du djihad, sont allés prêter main forte aux Irakiens pour faire l'attaque des infidèles sur le territoire irakien. Bon, donc là, comme vous pouvez le voir, ça va avoir un impact. C'est important, parce que, comme tu dis, il y a des attaques en Irak, il y en a énormément. Alors, si on les soustrait, l'Irak et l'Afghanistan, qui sont deux zones de conflit, on a une baisse vertigineuse des attentats terroristes depuis les années 90. Depuis les années 90. Oui, depuis une baisse. Une baisse assez importante. Le nombre des actes est en baisse, pratiquement. C'est comme incroyable. On est passé de quoi à quoi, là? Je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres en tête, je n'ai pas apporté mes papiers non plus. Mais une chose qui est un peu différente, par contre, c'est qu'on note une augmentation du nombre de tués. Donc, les actes baissent, mais il y a certains actes qui sont... On a plus d'actes très, très sérieux qu'il y en avait dans les années 60, 70, 80. Donc, ça, c'est une grosse différence. Mais l'apex, le sommet inégalé, c'est les années 80 encore. Les années 80. Oui, les années 80. C'est même pas les années 2000. Non, avec les années 80, où il y a eu le plus de terrorisme international. Et si on regarde le terrorisme au Canada, parce que là, on peut faire pays par pays, mais ça serait un peu long, le Canada est quand même relativement... même si, dans un certain sens, absolument pas représentatif du reste, mais selon les statistiques, la courbe canadienne est à peu près pareille. On a un sommet dans les années 80, une baisse pratiquement à zéro depuis les années 90, et ça n'a pas changé. Ça donne pas l'impression de vouloir changer à court terme. On parle, je rappelle, pour nos auditeurs, avec Stéphane Lemant-Langlois, qui est criminologue à l'Université de Montréal, et Azdine Raka, qui est spécialiste de sciences politiques au CERI à Paris. Azdine, votre avis sur la tendance à la hausse ou à la baisse du terrorisme dans le monde? Je crois que ça s'explique aussi par le fait que la captation des marchés de guerre que sont l'Afghanistan et l'Irak font qu'on se détourne des pays comme l'Europe et les États-Unis. C'est-à-dire que ce qu'on avait observé dans les années 80, c'est que les combattants étaient en Afghanistan pour se battre contre les Russes. Oui, mais quand c'est terminé, ils reviennent et ils se battent contre qui? Les pays qui ne veulent pas voir. Donc l'Algérie, le Yémen, l'Arabie Saoudite, l'Europe, etc. Là, on est dans un marché où tout le monde est capté là-bas. On a 5-6 000 arrestations par an à la frontière syrienne de gens qui viennent pour combattre en Irak et qui arrivent de quasiment tous les pays. Alors on les met en prison et on les rend au pays d'origine, à la France, à l'Italie, à l'Espagne. Et puis ces gens-là, on va les garder 3 mois, 6 mois, 1 an. On ne peut pas inventer un dossier et les garder indéfiniment en prison. Donc du coup, on les relâche. Puis une fois qu'ils sont libérés, eux vont se dire, soit on repart sur le marché captif qu'est la guerre d'Irak et d'Afghanistan. Et si ça se stoppe, parce que les talibans remportent la mise en Afghanistan et que les États-Unis quittent l'Irak et que les Irakiens s'entendent entre eux ou s'entretuent, là on va avoir l'effet mécanique, c'est-à-dire que tous ceux qui partaient là-bas vont plus partir, mais vont faire payer de leur expérience ceux qu'ils ont vécu là-bas. Donc là on est dans une période qui est le creux de ce moment parce qu'on se bat de l'autre côté. Mais c'est aussi trompeur que dans les années 80, c'est-à-dire que la facture elle va arriver après. Et donc là on est un peu dans cette illusion. Alors le travail c'est de se dire, il faut contrôler tous ceux qui partent. Oui. Et la grande différence avec les années 80, c'est que depuis le 11 septembre, il y a une contrainte très forte au niveau international qui oblige les pays à coopérer entre eux. C'est-à-dire que dans les années 80, les pays arabes ou musulmans n'étaient pas forcément intéressés à partager la mise et la donne avec les pays européens, ou alors à négocier. Qui venait au Pakistan, beaucoup de pays arabes le savaient, mais ils n'avaient pas envie de le dire aux Européens, aux États-Unis. Parce qu'en contrepartie, ils avaient d'autres problèmes avec eux. Aujourd'hui, non, ils se sentent tous à peu près concernés pour différentes raisons. On pourrait dire qu'ils se tiennent par la barbichette, pour être plus... C'est-à-dire que finalement, les sœurs disent, écoutez, nous savons qu'il y a tant de Saoudiens et de Yéménites là-bas. Si vous nous laissez tranquilles sur ce sujet, ce sujet, ce sujet, on vous donnera la liste. Et vous pourrez les attraper quand ils passeront par chez vous. Mais si vous nous embêtez trop sur les droits de l'homme, sur ceci, sur cela, vous fermez nos comptes, on vous donnera rien. Et vous les aurez sur le dos. Donc on a une sorte de marché comme ça qui s'est développé de la négociation sur les terroristes, et on voit des pays qui s'en sortent remarquablement bien par rapport à d'autres. La Syrie dit, vous m'embêtez avec l'assassinat du Premier ministre libanais, je vous aide pas, alors vous vous calmez, à ce moment-là je vous aiderai, je vous rendrai tout ce que j'arrête qui veulent aller en Irak. Vous avez la Libye qui dit, vous arrêtez de me parler de l'ancien temps, parce que sinon je vous dirai pas qu'il y a dans Al-Qaïda de l'autre côté. Donc
Et tout ça fait que cette coopération, elle fonctionne plutôt bien, et ce qui permet d'éviter, en effet, ce qui s'est passé à Madrid et à Londres, parce qu'entre-temps, il y a quand même eu l'attentat de Hambourg qui a été déjoué en Allemagne, et qui manifestement aurait été l'un des plus grands s'il avait eu lieu après celui de Londres. Alors rappelez-nous ce que ça aurait été à Hambourg. On pense que c'est littéralement quelque chose, peut-être par au moins 1000 victimes, parce que vu les cibles qui étaient mises en avant, donc quelque chose de colossal à l'échelle de l'Europe. L'Italie a réussi aussi à déjouer un certain nombre d'attentats. La France dit la même chose. Donc c'est possible parce que justement, il y a cette coopération avec ces pays qui jusqu'à présent n'étaient pas impliqués dans le partage de l'information et qui aujourd'hui font savoir que dans l'expertise sur la lutte antiterroriste, ils ont une certaine valeur à faire valoir et ils la négocient plutôt bien. Alors on voit toutes les facettes donc, de la lutte. On ne parle pas seulement de terreur et de lutte au terrorisme, mais de monnaie d'échange, de situation locale, c'est fascinant. Donc on a pensé, Stéphane Asdine, qu'il y avait du matériel suffisamment pour intéresser les gens pendant pas seulement 20 minutes comme aujourd'hui, mais une semaine. Donc vous avez préparé une école d'été de 6 jours qui se déroulera du 6 juillet au 11 juillet. Dites-nous un peu ce que les participants auront à voir et à entendre pendant cette semaine. On a essayé de couvrir un ensemble d'aspects hautement diversifiés. C'est une école qui n'est pas... c'est pas une école qui vise à faire un portrait complet de tout le terrorisme partout à ce moment-là, qui resterait pas mal en surface, parce que même à 6 jours, là, on n'a pas le temps de faire tant que ça. Mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est d'avoir des experts internationaux qui connaissent en profondeur certains champs. Après ça, il va rester à moi et Asdine et moi, excusez, de peut-être faire le lien entre les morceaux du puzzle. Mais les gens vont être informés, je veux dire, vraiment en profondeur sur toutes sortes d'aspects. Mais ces aspects-là, c'est pas seulement le terrorisme, c'est la réponse au terrorisme également. Et c'est la façon dont les gens deviennent des spectateurs du terrorisme, du spectacle de terrorisme qu'on présente à la télé, par exemple. Donc, on a une journée média où on va discuter de la fonction des médias, comment les médias eux-mêmes fonctionnent, comment les médias touchent au terrorisme, comment ils sont manipulés par les terroristes et évidemment par les autorités également, qui utilisent fortement les médias pour passer leur message. On a des journées qui sont vouées au rôle de l'État, comment l'État doit répondre aux terroristes, comment certaines réponses de l'État augmentent plutôt la violence plutôt que la faire diminuer. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut faire la différence entre deux endroits? Pourquoi on a une minorité musulmane importante en France qui est plutôt portée vers les émeutes, et une minorité musulmane en Angleterre qui est plutôt portée vers les bombes? Et comment ça se fait, ces deux choses-là? C'est pas les mêmes musulmans, c'est sûr. Bon, c'est là qu'il faut aller fouiller un peu les réponses à ces questions-là. On a une des journées où on va parler plutôt des terroristes, évidemment. Comment on devient terroriste? Ben oui, qu'est-ce qui fait qu'on devient un radical violent? Qu'est-ce qui fait que comment un groupe terroriste se forme? Parce que c'est très rare, les terroristes qui opèrent tout seuls. Ça peut exister, mais c'est pas seulement rare. Donc, on va plutôt avoir quelque chose comme une cellule, mais bon, enfin. Et comment ce groupe-là se forme, comment les liens de confiance se forment entre les gens, d'où ça vient, ces liens-là. On va voir que, par exemple, il y a des réseaux préexistants, sont très non-terroristes préexistants, sont très, très importants, un réseau familial, réseau d'amis, connaissances, etc. Et donc, tous ces aspects-là vont être mis dans une espèce de machine de l'école terroriste, puis on va essayer de tirer certaines conclusions à ce sujet-là. Parlez-nous un peu des invités qui vont participer à l'école. Disons que moi, je dirais aussi, pour compléter ce que vient de dire Stéphane, ce qui motive aussi cette école, c'est de pouvoir rendre compte à travers les différents intervenants de qu'est-ce qui fait qu'un individu donné reçoit un message qu'il appelle à pratiquer la violence et finalement trouve en Europe, aux États-Unis ou ailleurs une organisation qui va lui permettre de réaliser ce qu'il souhaite faire. Et là, on a des collègues, donc Pascal Ménoré, qui va nous expliquer, donc qui arrive de Princeton, et qui va nous expliquer comment ce message, disons, d'Al-Qaïda est diffusé, donc, et qu'a priori, on pourrait imaginer que le milliard de musulmans pourrait le recevoir, parce qu'il s'adresse essentiellement à eux. Finalement, c'est une infime minorité qui va le prendre, le garder, et essayer de l'appliquer. Donc ça, c'est un point important, c'est-à-dire de dire finalement, ce message qui se veut général est retenu par une toute petite minorité, mais
pour le terrorisme, c'est pas le problème de la quantité qui compte, c'est la qualité de l'action qui va déterminer la force du terrorisme. Et donc là, avec Pascal Ménoré, on va peut-être mieux comprendre d'où vient ce message, qui l'a produit, le rôle de l'Arabie Saoudite, d'Al-Qaïda, etc. Puis Valérie Amirault, qui travaille sur les musulmans en Europe, elle va justement nous montrer que dans ces communautés musulmanes en Europe, il y a d'autres problématiques que celles du terrorisme, mais celles qui retiennent le terrorisme, pourquoi certains individus parmi les 20 millions de musulmans retiennent cette idée qu'il faut s'en prendre, disons, à des Européens, et d'autres vont considérer qu'il y a d'autres formes d'action pour manifester le mécontentement. Je comprends que vous aurez aussi des membres des services de renseignement, des services policiers qui vont participer. Je vous arrête là parce que c'est tout le temps que nous avons. Donc, ceux qui veulent en savoir plus vont sur le site du Cerium, cerium.ca, pour voir les informations sur l'école qui se donnent en français, mais également en anglais si vous avez des collègues anglophones qui sont intéressés. Et nous allons terminer en chanson. Alors, on s'est demandé comment est-ce qu'on allait illustrer avec une plage musicale un thème aussi lourd. Et moi, j'ai trouvé sur YouTube The Terrorist Song. Alors, c'est une chanson produite par The Muscular Christians, les chrétiens musclés aux États-Unis. Et c'est un vidéoclip assez amusant parce que c'est sur une musique folk. Ça enseigne aux jeunes, semble-t-il, le nom des principaux responsables des attentats du 11 septembre et certains autres. Mais ce n'est pas complètement disons, néoconservateur, parce qu'il y a même une petite pique contre George Bush qui aurait, selon la réalité historique, mais aussi selon ce vidéoclip, lever des libertés civiles dans sa lutte au terrorisme. Alors, je vous remercie beaucoup, Stéphane et Asdine, d'avoir été avec nous. J'ai hâte de vous voir pendant la semaine sur le terrorisme, le comprendre pour le prévenir, c'est le titre de l'école. Et nous écoutons les Muscular Christians avec leur chanson The Terrorist Song. À l'heure qu'il est, vous avez sans doute vu Slumdog Millionaire, ou en avez entendu parler, ou comptez le voir, ou allez le louer en DVD. Ce qu'on va faire à voir, lire et entendre, ce segment de l'émission cette semaine, c'est vous offrir d'aller plus loin. Maintenant que vous avez découvert par ce biais un peu britanno-indien à la sauce américaine une partie de la réalité indienne, est-ce que vous pouvez l'appréhender avec des auteurs locaux ou des films locaux? Alors, pour nous en parler, il nous fait quelques suggestions. Notre invité, John Levitt, merci d'être là. Merci. Alors, John, vous êtes professeur d'anthropologie à l'Université de Montréal. Parmi vos derniers ouvrages parus, vos derniers textes, les relativités linguistiques, Linguistic Relativities, dans un ouvrage collectif auprès de l'Université de Cambridge. Vous êtes spécialiste des questions d'ethno-linguistique, d'ethno-poétique et des traditions orales, et vous êtes un grand consommateur de littérature et de films et de chansons indiennes. Vous allez en partager quelques-unes avec nous. D'abord, au niveau de la lecture, qu'est-ce que vous nous proposez? Moi, comme anthropologue, je travaille surtout dans l'Himalaya, dans le nord de l'Inde, juste à côté du Népal. Et il y a un livre qui vient de sortir sur les rituels et les traditions orales de cette région, qui s'appelle God of Justice, Dieu de la justice, de William Sachs, qui est un anthropologue américain, actuellement qui travaille en Allemagne, mais qui, depuis 30 ans, va régulièrement dans cette région. Et le livre est sur un dieu local. Ces gens sont des hindous, mais ils ont aussi leur propre dieu de la région, qui sont des dieux qui, entre autres choses, possèdent les gens. C'est une grande région de possession. Ah oui. Et le livre traite de ça et des problèmes sociaux, surtout des gens de basse caste, qu'on essaie de régler avec les dieux et à travers les dieux. Et en invitant les dieux de venir dans les corps humains, de danser et de parler. C'est une possession positive, là, c'est pas comme... c'est les deux. Ah. Ça peut être une possession positive ou bien ça peut être une possession incontrôlée par un fantôme ou un démon. Mais entre les dieux, il y a toutes sortes de niveaux. Entre les dieux et les démons, c'est surtout une question d'attitude. Okay. Hein? Et donc, on peut toujours changer l'attitude d'un démon en lui donnant à manger, en lui faisant des sacrifices, en lui offrant, par exemple, des boucs, des poulets. Et là, il peut devenir un dieu.
s'il devient heureux et gentil. Alors, aborder la situation indienne par God of Justice, est-ce que c'est entrer dans une des facettes du quotidien sans être du quotidien qui n'a pas été encore englobé dans la nouvelle modernité indienne? Voilà, tout à fait. C'est vraiment l'Inde rurale, on peut dire traditionnelle, bien que ça change constamment, des recoins de l'Himalaya. Mais comme on sait, 70% de la population indienne vit toujours à la campagne. Alors, donc ces dieux sont très, très présents. Alors, allons-y maintenant pour un film. Chak De India, qui veut dire Vas-y Inde, un film de 2007, et c'est sur le field hockey féminin. Oui, le hockey de gazon. Et là, je pense que c'est un film très intéressant. Ce film, c'est en quelque sorte, et l'autre film dont on va parler, c'est en quelque sorte à l'opposé du livre, parce que c'est vraiment l'Inde urbaine, l'Inde sur la scène internationale aussi. Ça, c'est une histoire, et le film est de 2007, ça a été un énorme succès, et c'est un film bollywoodien. Et si vous connaissez un peu les films de Bollywood, c'est-à-dire de Mumbai, de Bombay, ce sont des films très très longs. Ce sont typiquement des films qui mélangent les genres, qui sont à la fois tragiques, comiques, qui ont toujours des chansons. Et la plupart des chansons populaires en Inde sont des chansons sorties dans les films. Ça, c'est spécial parce que c'est un film beaucoup plus réaliste que la plupart. Et plus court? Non, pas nécessairement. Je ne sais pas. Je n'ai pas remarqué. Si c'est un bon film, ça passe vite de toute façon. Et c'est quand même 152 minutes. Alors, c'est 2 heures et 2h20. Ah, c'est court. C'est court pour un film de Bollywood. C'est très court, oui. C'est court pour un film indien. Et ça touche à toutes les grandes divisions de l'Inde actuelle. Le héros du film, c'est un entraîneur musulman. La vedette du film s'appelle Shah Rukh Khan, qui est la plus grande vedette masculine de l'Inde et qui, lui, est musulman. Pour une fois, il joue un musulman, donc minoritaire, et pas un hindou. Et l'entraîneur est un ancien joueur, champion, capitaine de son équipe, qui a perdu dans un match contre le Pakistan, le grand ennemi, et qui a été accusé d'être traître. Parce qu'il était musulman, parce que le Pakistan, c'est un pays majoritairement musulman. D'avoir aidé donc l'ennemi pakistanais à gagner. Exact. D'accord. Alors, on n'en dit pas plus. Le film est disponible en DVD. Il disparaît et lui, il décide après de créer une équipe gagnante de hockey de femmes. Et là, c'est femmes-hommes parce que le hockey de femmes est mal vu et les filles en sport sont mal vues. En plus, il y a les questions de région parce que les filles viennent de toutes les parties de l'Inde. Je passe rapidement parce que sinon on va manquer de temps. Donc, il y a un autre film que vous nous proposez, Tare Zamin Par, des étoiles par terre de 2007. Voilà. Alors, pourquoi celui-là est-il intéressant? C'est encore un film bollywoodien fait dans ce style, mais sur un enfant dyslexique. Et la question de base, c'est est-ce qu'il y a une seule façon de réussir dans la vie? Et c'est sur l'Inde urbaine actuelle et la pression de réussir sur tous les fronts, comme c'est attendu. Alors, cet enfant, il est dyslexique, mais il a d'autres dons. Et c'est l'histoire de comment on découvre ces dons, qui sont pas nécessairement les dons les plus évidents. C'est un très, très beau film, ça aussi. Les deux seraient disponibles dans quasiment n'importe quelle épicerie indienne, parce que la plupart vendent aussi des films. D'accord. Alors, on va terminer avec une plage musicale, donc tirée du film Chak De India. Alors, qu'est-ce que vous nous avez choisi et pourquoi? Pour le premier, Chak De India, la chanson officielle du film. Et ça, c'est devenu un peu comme J-Ho, une chanson... Alors, ce qui est extraordinaire, c'est la foison de production. On dit qu'il y a plus de films produits chaque année à Bollywood qu'à Hollywood. Ah oui, c'est sûr. Mais donc, il y a un marché, une consommation importante. Vaste. Et traditionnellement, ça a été une seule formule, comme j'ai dit, la formule mélange, masala, mélange d'épices, mélange d'émotions. Maintenant, on a des films beaucoup plus pointus et on a beaucoup plus grande variété de possibilités. Et est-ce qu'il y a
hollywoodisation de Bollywood, c'est-à-dire est-ce que donc les films ont un format plus court, mélangent moins les genres, est-ce qu'il y a une volonté d'exporter à l'extérieur de l'Inde vers l'Occident? Je dirais, d'après ce que je connais, c'est pas du tout ma spécialité, je dirais qu'il y a une grande volonté d'exporter vers les Indiens à l'extérieur. Dans la diaspora mondiale. Dans la diaspora mondiale. Et donc, on joue énormément avec l'Occident. On a des thèmes occidentaux. Il y a énormément de films indiens qui sont tournés à New York ou en Suisse, c'est-à-dire des endroits exotiques pour les Indiens. Et donc, il y a un grand va-et-vient. Mais moi, je dirais, mon impression, c'est que l'esprit de l'industrie reste tout à fait indien. Alors, John Levitt, on rappelle vos 3 suggestions du jour. Donc, un livre qui nous parle de l'Inde éternelle, de l'Inde hindouiste et même de l'Inde plus qu'hindouiste à cause du dieu local. Donc, God of Justice de William Sachs, un livre d'Oxford qui sort des presses en 2009. 2 films de 2007. Chak de India, Vas-y Inde, sur le field hockey féminin, mais en fait sur les fractures de la société indienne et même de ses rapports avec le Pakistan. Et finalement, Tare Zamin Par, des étoiles par terre, sur une autre façon de grandir ou d'être doué sur un enfant dyslexique. Évidemment, sur le site de Planète Terre, sur la page de Planète Terre, sur le site du Cerium, cerium.ca, on retrouvera des liens vers ces 3 suggestions. Et puis, je signale au passage que vous serez de l'école sur l'Inde surprenante modernité, qui sera donnée au Cerium cet été. Encore là, toutes les informations à cerium.ca. John, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et nous écoutons, grâce à vous, tiré de Chak de India. Je ne sais pas si je peux dire ça. Alors, il y a 3 personnes qui l'ont fait, dont Marianne de Cruz. Oui. C'est celle que je peux prononcer. Alors, on écoute ça avec bonheur grâce à vous. Chak de, chak de, chak de. Chak de, chak de, chak de. Chak de sare gam. Chak de, chak de, chak de. Tere sang hai hum. C'était notre émission pour cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les personnes qui ont été interviewées pendant l'émission, sur les livres dont on a discuté, vous pouvez venir sur le site du Cerium, cerium.ca. Vous y verrez également les conférences que nous préparons pour les jours et les semaines à venir. Vous êtes invités à y participer. L'entrée est toujours libre. Et vous verrez également de l'information sur les écoles d'été du Cerium. Ce sont des écoles qui sont ouvertes aux étudiants de maîtrise et de fin de bac, mais aussi à des gens comme vous intéressés par l'information internationale. Il s'agit de 6 jours intensifs que nous organisons du 29 juin pour une première semaine et ensuite jusqu'au 11 juillet. Je vous donne rapidement les thèmes. La présidence d'Obama, l'an 1, Inde, surprenante modernité, la Chine éveillée, comment elle change et nous change, le pluralisme et radicalisation dans le monde arabo-musulman, terrorisme, le comprendre pour le prévenir, opération de paix, comment on construit la paix, et nous offrons 2 séminaires sur des questions environnementales. D'abord, une introduction au droit international du changement climatique, puis la biodiversité, enjeux et défis. Dans chacune de ces écoles, les professeurs de l'Université de Montréal, leurs collègues internationaux, une dizaine d'experts en tout pour chacune des écoles vous aident à comprendre l'ensemble de la situation, du thème ou de la région choisie. Merci à vous d'avoir été là, je ne le dirai jamais assez, à la fois sur le réseau de Radio Ville-Marie ou au Canal Savoir. Vous pouvez également revoir cette émission et les précédentes sur le site du Cerium. Et merci à l'équipe technique, Luc Laflamme, Jocelyn Spronken et Ognan Guerriev. À la semaine prochaine. Après 3 ans d'école d'été, c'est toujours aussi bien, c'est vraiment, l'atmosphère est sympathique. C'est une chance vraiment unique pour nous de pouvoir essayer de parsemer encore plus notre éducation. Peut-être c'est le thème qui a rendu l'ambiance décontractée, mais en tout cas propice à l'apprentissage.
j'apprends énormément de choses sur mon propre travail. Je trouve que c'est enrichissant. Et les messages, les nuances qu'on essaie de faire passer sont vraiment très très bien intégrés par les étudiants. Au bout d'un moment, il se crée une espèce de communauté, ce qui fait qu'on a un certain nombre de questions qui, même si elles ne sont pas au programme, viennent traiter dans le cadre des discussions. Je me rends expert moi-même en faisant ça.